Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est moi, Philippe Richard Bertrand. Il paraît que mon micro était allumé pendant que la bande sonore jouait. Francis Gosselin. Francis Effet sonore Gosselin. Alors, ce qui a marqué notre attention dans l'actualité des derniers jours, Francis, tu aurais bien aimé faire 240 millions de dollars en vendant un de tes actifs immobiliers. Millions, c'est pas 240 millions net, Phil. C'est 240 millions, moins le coût d'achat, 20 millions. Moins probablement quelques frais. Là. J'imagine qu'il y avait des taxes municipales là-dessus, même à juste 20 millions. Un terrain vacant depuis 25 ans. Une couple de taxes municipales depuis 25 ans. Je pense qu'il y a eu aussi, à un moment donné, de la décontamination aussi qui a dû être fait. Donc, il y a eu des dépenses certainement. Et puis, il ne faut pas oublier que, Phil, quand tu vends 240 millions un terrain qui t'a payé 20 et plus millions, il y a de l'impôt sur le gain en capital. Un gain en capital. Mais en fait, c'est un très juteux coup de Luc Poirier. Cet investisseur immobilier qui est bien connu là, pour avoir notamment une collection de voitures assez impressionnante. Exactement. Le terrain appartenait ensuite anciennement à une entreprise d'explosifs. Hein. Les gens de la région qui sont là depuis longtemps s'en rappellent. C'est la Canadian Industries Limited, la CIL. Et apparemment, on pouvait entendre parfois des explosions. Il y a même déjà eu des morts sur ce site-là. Là, non, mais il faut pas se rappeler que c'est pas très loin, pour votre information, c'est pas très loin de l'ancien champ de tir de l'armée canadienne qui est à Saint-Bruno. De Saint-Bruno de Montarville, dans lequel on a déjà trouvé des obus ou autres. Il faut faire attention à ça. Mais en fait, moi, ce qui me titille là-dedans, puis je t'en ai parlé tantôt, c'est que on permet à Nordvolt de mettre la main sur le terrain. C'est un coup, encore une fois, judicieux de Luc Poirier et ses partenaires. Par contre, on a donné 1,4 milliard de dollars de fonds publics à Nordvolt. En fait, c'est pas Nordvolt qui a payé l'usine. C'est les taxes, c'est l'ensemble des Québécois. Puisqu'en plus, ce qu'on apprenait aujourd'hui dans la transaction, c'est que justement, ils ont eu, dans le 1,4 milliard, il y a une portion de ça que c'est un prêt pardonnable de 367 millions. Et c'est ce prêt pardonnable-là de 367 millions. Sûr de ça, oui, ça a sorti dans un autre média, mais c'est le prêt de 367 millions non pardonnable qui va payer le terrain. Pardonnable si jamais, en tout cas, bref, c'est pas de l'argent gratuit, là, Phil. Il y a quand même des petites attentes de productivité, d'emploi, de rentabilité qui sont. Mais tu comprends que ça me titille un petit peu. Mais après, tu peux pas dire en même temps que t'as pas d'argent pour la fonction publique. Mais je pense pas qu'il y aurait... Ça n'a rien à voir, un. Puis deux, je pense pas qu'il aurait payé le terrain 22 millions non plus. Là, tu comprends? Je veux dire, c'est la valeur de marché approximative. Évidemment, pour un projet de cette ampleur-là, à cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives non plus. Je me demande d'ailleurs comment ça s'est joué, tout ça. L'annonce a été faite longtemps avant que le terrain soit acheté. Ça a donné quand même beaucoup de leverage à Luc Poirier. Mettons, moi, dans ma tête, j'aurais acheté le terrain d'abord puis annoncé que je faisais une usine dessus après. Je me suis permis d'aller voir les médias sociaux de Luc Poirier. Okay. Luc Poirier avait annoncé une transaction la veille de l'annonce du gouvernement. Quand tu regardes son fil de nouvelles dans Facebook... Mais il disait pas c'était quoi l'annonce? Non, il disait juste je viens de faire le plus gros coup de ma carrière. J'ai accepté une promesse d'achat. Puis le lendemain, Nordvolt annonçait, mais on n'avait pas fait dans le bon ordre. C'est ça. Je comprends, d'accord, je comprends. Écoute, une autre affaire, Phil, là, qui évidemment de gift that keeps on giving en bon français, nos amis de chez WeWork qui apparemment seraient en difficulté
financière. L'action de l'entreprise a chuté déjà que ça valait plus grand-chose par rapport à son sommet historique. L'action a chuté de 50% en une journée, plus tôt cette semaine. Et évidemment, la rumeur, c'est que l'entreprise serait sur le point de se placer sous la protection de la loi de la faillite américaine. Donc, WeWork n'a pas souhaité réagir. Là. Ils ont dit on ne commente pas sur de la spéculation. J'aime ça, le petit côté, un petit côté cocky qui leur reste. Mais en tout cas, ça n'augure pas bien là, pour la fin de cette histoire. Qui, à une époque, moi, je me rappelle quand j'étais jeune et fringant et ambitieux, j'étais comme WeWork, là, wow, c'était le nec plus ultra. T'as déjà eu des bureaux dans un WeWork? Oui, moi, j'étais chez WeWork. Très longtemps à la place Ville-Marie. J'ai adoré mon expérience comme utilisateur. C'était de très beaux lieux. C'est juste que c'était financé avec de l'argent de SoftBank. C'est de l'argent de capital de risque. Écoute, Phil... Tu sais que la Caisse de dépôt va perdre de l'argent là-dedans. Oui, ils ont 85 millions US d'investis. Ils avaient investi, bien entendu, combien de temps? 1 mois avant la débâcle. Ça nous rappelle un peu ce qu'ils ont fait dans le Cirque du Soleil, parce que ça a été un peu la même histoire. mais on risque 85 milliards. Mais à l'époque, en 2019, WeWork avait annoncé d'avoir créé une co-entreprise avec la Caisse de dépôt, puis ils pensaient investir 1,3 milliard. Finalement, de ce 1,3 milliard-là, il y a uniquement 85 millions qui a été fait. Je vais te dire une chose, Phil. À un moment donné, l'action avait fait une petite incursion au-dessus de 500 $ US. C'était en 2021. Elle a ensuite dégringolé graduellement. En début d'année 2022, elle en valait la moitié environ à 250. Puis en fait, à début de l'année 2023, c'est comme toute une histoire. Au début de l'année 2023, elle en valait 55, l'action. Aujourd'hui, combien en vaut-elle? Suite à la dégringolade de cette semaine, 1,22 $. C'est quand même drôle, je regarde souvent ça, les prix des actions qui évoluent dans le temps, tu vois, moins 80%. Il y avait des entreprises technologiques qui avaient quand même perdu une grosse partie de la valorisation, mais tu sais, moins 80, il reste 20. Je sais pas comment dire, je veux pas être optimiste ou vert à moitié plein, mais dans le cas de WeWork, depuis qu'elle ait fait son entrée en bourse, l'entreprise a perdu 99,69% de sa valorisation. Aujourd'hui, tu peux acheter WeWork. Écoute, on devrait faire un petit sociofinancement de l'émission pour la modique somme de 64 millions de $. Je veux dire, ça sonne, c'est beaucoup d'argent pour toi puis moi puis Joe Blow, mais tu sais, ça reste que sur les marchés mondiaux, 65, ouais, c'est ça, évidemment, c'est ça la partie plate, mais 65 millions de $ pour acheter une entreprise qui a des bureaux dans 50 pays avec des super beaux locaux, c'est quand même pas très cher payé. Bref, c'est une triste fin si ça s'avère. En fait, ce qui est triste, c'est qu'on enregistre l'émission puis que la faillite va probablement être prononcée entre l'enregistrement. Le seul gagnant de tout ça, c'est le fondateur. Adam Newman, qui lui a eu un parachute doré. Il est milliardaire. Il est milliardaire, c'est ça. En vendant, il faut le faire quand même. D'ailleurs, je sais pas si tu avais vu ça, en début d'année dernière, je pense, il a levé 350 millions de $. Un nouveau projet. Du petit argent pour une entreprise qui s'appelle Flow, qui est un genre de WeWork où t'habites, là. Je sais pas si t'as vu la série, là, We Crash, sur Netflix, excellente série. Mais, et dans le fond, il avait, tu sais, à l'époque où il pensait que WeWork allait devenir le genre, je sais pas, l'entreprise mondiale toute puissante, il avait cette idée, un genre de We Live, là, qui est un genre de WeWork où tu dormirais. Et donc, Flow, ce que j'en comprends, sa nouvelle start-up, c'est essentiellement cette idée de résoudre le problème de l'immobilier commercial, de l'immobilier résidentiel, pardon. Je sais pas comment il compte s'y prendre, puis à mon avis, c'est un peu mal parti, ne serait-ce que parce qu'il est impliqué dans le projet. Mais à suivre, il a quand même été financé par l'entreprise américaine A16Z, là, qui est Andreessen Horowitz, là, qui est un grand fonds de capital de risque, qui n'ont pas l'habitude de financer n'importe quoi. Donc, à suivre, évidemment. À suivre. Autre nouvelle, il y a quand même quelque chose qui va se passer en 2026, ou qui s'en vient. C'est la hausse. Il y a beaucoup de gens dont le renouvellement hypothécaire va se passer, je te dirais pas prochainement, là, mais en 2025-2026. Et ça fait en sorte que, selon notre collègue David Descoteaux, et puis selon la Banque Royale, certains prêts hypothécaires vont augmenter de 84 % le paiement. Le paiement, c'est capoté, là.
Oui, c'est effectivement un petit peu intense, là, effectivement. Mais bon, après, c'est certains cas de figure très, très particuliers. On parle quand même de gens là, qui augmentent, qui changent, pardon, là, de régime d'amortissement. Donc, essentiellement, Phil, tu as des prêts hypothécaires qui sont à taux fixe. Donc, là, tu sais exactement quel montant tu vas payer, quel taux d'intérêt pendant la période. Et ensuite, tu as des prêts à taux variable. Puis, tu en as deux sortes. Tu as des taux à prêts variables dont le montant varie à chaque mois, de sorte que tu rembourses le capital toujours sur la même période. Puis ensuite, tu as à taux variable, mais à paiement fixe. Et donc, ultimement, si le taux augmente, bien, à un moment donné, on en avait déjà parlé à l'émission, tu rentres dans un territoire qu'on appelle d'amortissement négatif, c'est-à-dire qu'à chaque mois, tu rajoutes de la dette à ce que tu dois. Et donc, c'est vraiment cette catégorie-là d'emprunteurs qui fait qu'à un moment donné, leur échéance va venir là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. 2026, c'est la fin de la période où tout le monde va pas mal être passé. Et ce qui va se passer, Phil, c'est que si tu avais acheté une maison que tu devais rembourser sur 25 ans, puis que là, ça fait 2, 3, 4 ans, donc tu l'as un peu remboursé au début, mais là, les taux ont beaucoup augmenté, donc là, tu l'as déremboursé. tu as rajouté de la dette. Ben, quand tu vas venir renouveler, il va falloir que tu réétales tes paiements sur 25 ans, là, qui est le maximum autorisé. Tu repousses le terme plus loin Non, encore. mais tu peux pas. Quand tu vas revenir pour renouveler, la banque, elle peut pas t'autoriser à rembourser sur plus loin, je pense, certaines circonstances, 30 ans, mais grosso modo, tu dois remettre une échéance où tu payes le capital que tu dois sur 25 ou 30 ans. Mais donc, ça veut dire que le paiement, il va exploser par rapport à ce qu'il est actuellement. On parle des augmentations qui pourraient aller jusqu'à 84 du paiement. C'est comme ton paiement, il va doubler. Donc, si tu payais, je sais pas, 1500, 2000, ben, ça va être 3000, 4000. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut venir en aide aux gens qui vont se retrouver? Ah non. Vendre la maison. Aïe, aïe. Ouais. Puis effectivement, tu sais, une baisse de taux? Oui, ce que je peux venir en aide, c'est une baisse de taux, mais je veux dire, ce que moi, toi, eux, n'importe qui peut faire, je veux dire, je vois pas, c'est le marché, c'est le libre marché de l'immobilier, là. Je veux dire, ces gens-là ont pris, un taux variable avec un paiement fixe parce que probablement, ils n'avaient pas les moyens de payer plus. Donc là, pour l'instant, ils font leur paiement, mais à chaque mois, ils rajoutent de la dette. Puis tôt ou tard, Phil, c'est ce qui est arrivé en 2008. Aux États-Unis, on autorisait aux gens de pas payer de capital en disant, ça va prendre la valeur, mais ça, à un moment donné, ça a arrêté de prendre la valeur, puis ça a crashé. Au Canada, on tolère pas cette situation-là très longtemps. Au renouvellement, il faut rééchelonner le remboursement du capital. Puis donc, ça peut quasiment faire doubler les paiements dans certains cas. Y a-t-il des gens qui pourraient se retrouver dans une situation où la banque ne voudra pas les re-signer? C'est sûr. Alors, je te dis, il y a des gens qui vont forcément devoir vendre leur maison ou trouver de l'argent ailleurs, mais je veux dire, puis même, je veux dire, tu connais comme moi, Phil, des gens relativement fortunés, aisés. Je connais pratiquement personne, à part des très, 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 très riches, qui seraient capables d'assumer demain matin un doublement de leur paiement hypothécaire. C'est pas, même si tu gagnais ta vie, tu as une maison qui va. Tu sais, l'horizon 2026, 2026, peut-être que les taux vont diminuer d'ici là. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mais honnêtement, je trouve ça extrêmement... tu comprends qu'il y a déjà un problème de logement. Là, tu comprends? Je sais pas qu'est-ce que ça va venir faire dans cette crise du logement-là. Sauf que si le marché s'effondre... Ça nous amène à une autre nouvelle. Peut-être, Phil, qu'on peut continuer là-dessus. Parlant de propriété, une nouvelle qui a attiré mon attention. Depuis 50 ans, au Québec, au Canada, on a mis de l'avant la propriété foncière, la résidence principale, comme un excellent vecteur d'épargne puis d'accumulation de richesse, d'ascenseur social, appelez ça comme vous voulez, de constitution d'un patrimoine familial. Tu sais, un peu les synonymes, finalement, de dire, forcément, tu achètes une maison quand tu as 25, 30, 35 ans, puis toute ta vie, pendant 25 ans, tu la payes, puis à un moment donné, elle est payée, puis tu as ça. Tu as cette maison-là, puis peut-être qu'elle prend un peu de valeur. Sur 25 ans, probablement que ça prend de la valeur. Fait que, grosso modo, tu as acheté une maison à un moment donné, elle vaut le double 30 ans plus tard, le triple 30 ans plus tard, puis tu as ça. Au pire, là, si tu n'as pas mis d'argent pour ta retraite, tu as une maison que tu peux vendre, puis tu as 200, 300, 400, 500 000 $ que tu peux utiliser pour te loger, te nourrir pendant ta retraite. Mais là, l'enjeu, c'est qu'on voit pour la première fois depuis la fin des années 70, le taux de propriété qui recule, en fait. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui possèdent de la propriété au Québec. Et c'est la même situation dans le Canada anglais également. Quand même une baisse de plus de 1% là, en 2016 et 2021. C'est les dernières statistiques qu'on a. Et ça, c'est quand même, entre guillemets, un peu inquiétant, là.
Oui, en fait, puis je pense qu'avec l'échéance 2026, puis là, on parle de 2021, c'est les dernières données de Statistique Canada pertinentes qu'on peut avoir, mais tu sais, 2026, avec l'échéance dont on vient de parler, des taux variables à paiement fixe, peut-être que ça va baisser encore d'un autre point de pourcentage. Puis 1% là, de la population canadienne, c'est des centaines de milliers de personnes. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est parce que souvent, l'accès à la propriété, puis quand tu avais payé ta propriété pour des gens qui étaient moins fortunés, c'était le coussin d'une vie. Tu comprends? Tu finissais de payer ta maison au bout de 30 ans, puis tu avais au moins ça. Là, si les gens sont même pas capables d'accéder à cette propriété-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer. Là, ça ne sera pas quelque chose de bien. Ça va affecter une classe, principalement la classe, ça n'affectera pas les riches. Ça va vraiment affecter la classe moyenne. Là. Exactement. Bref, c'est une situation à laquelle il va falloir veiller puis qui, je pense, va rapidement tomber dans l'arène politique. C'est-à-dire que là, ça devient un échec quasiment social là, quand on n'est plus capable de donner accès à la propriété à des centaines de milliers de personnes additionnelles sur une période de 5 ans. C'est qu'on a un grave problème d'organisation de la société et de l'économie. Donc, c'est quelque chose qui va être à suivre certainement. Autre nouvelle qu'on a lue, la maison Notman qui pourrait être mise en vente. Connais-tu ça, cette place-là, toi? Oui, mais je connais ça dans le sens que j'ai dû aller aider des startups à plusieurs reprises dans cette maison-là. La seule chose, c'est que je ne savais pas que ça appartenait à une fondation. Ça appartient à la fondation Osmo. Mm-hmm. Malheureusement, la fondation Osmo n'est plus capable de payer son hypothèque depuis plusieurs mois parce que maintenant, la Banque de développement du Canada et Investissement Québec lui réclament 323 000. Là, tu comprends que ça fait un bout qu'il ne paye plus. Là, je connais pas le terme d'hypothèque, mais ça fait un bout qu'il ne paye plus. Puis là, le gouvernement a carrément dit qu'il se désintéressait de ce dossier-là. Ce gouvernement est en train d'investir d'autres sommes d'argent dans un autre projet. Mais bon, est-ce qu'on a besoin d'autant de projets de ce type? D'autant, je sais pas. Combien y en a-t-il? Je veux dire, c'est ça ma question. Il y a un projet de 48 millions. Tu as un autre projet qui s'appelle MR63. Il y a un paquet de projets où on est allé acheter des immeubles comme ça pour après ça les donner à la communauté innovante, Startup Montréal, tout. Je sais pas, mais si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, là, à un moment donné. Oui, mais je veux dire, en tout cas, moi, personnellement, je veux dire, la maison Notman, ça a été très important dans mon parcours, là. Je veux dire, j'ai vu cette place-là, grunge, toute dégueulasse, pas de clim, on a fait des événements là quasiment illégalement, puis c'était pour vrai, c'était au coin de Clark et Sherbrooke à Montréal. Puis c'était, je veux dire, je pourrais te name dropper genre 50 personnes qui sont devenues des entrepreneurs fabuleux de Montréal, certains qu'on a reçus à l'émission cet été. Donc, pour moi, c'est comme dans la logique un peu de redonner, là, comme on dit souvent au Québec, on est un peu chipette là, avec nos universités, avec nos établissements culturels, etc. On n'a pas vraiment cette notion-là de quelque chose qui a façonné ton parcours, tu y redonnes, mais je trouve que on a quasiment une dette collective là, de la maison Notman, c'est pas juste yet another thing. Là, pour moi, c'était la première place où on a vraiment incarné l'univers start-up, l'univers de capital de risque, etc. Il y a eu des contre-coups, évidemment, ces dernières années. Je pense que Real Ventures, qui était un fonds qui était là, a quitté là, la place là, pour aller s'installer ailleurs et tout ça. Ça reste que c'est étrange. Puis j'ai pas plus de nouvelles que ce qui est écrit dans les différents médias, mais tu regardes la composition du conseil d'administration, Phil, t'as des gens de la fondation Bronfman, t'as Philippe Telliot de Startup Fest, t'as John Stokes, t'as Alan McIntosh, c'est tous des gens, Claudine Blondin, de la famille Bronfman. Je comprends pas. Je comprends qu'il y a un déficit là, courant accumulé. On parle de plus de 300 000 d'impayés, mais je veux dire, je te parle de des gens, là, dans le cas des Bronfman, qui sont genre des milliardaires. Comment ça qu'on trouve pas 100 000 pour éponger le truc? Puis c'est même après, c'est pas 100 000 c'est 400 000. Oui, tu vois, mais comment qu'on... Je veux dire, Phil, je te dirais, je vais le dire en ondes, là, si moi, demain, on me demande de mettre 1 000 pour ça, je vais le faire, puis comme je vais te convaincre de le faire. Puis je comprends pas qu'on passe pas le chapeau, je comprends pas que ça soit pas comme... Tu sais, qui est... Moi, j'apprends ça dans Le Devoir, puis genre, on va vendre ça, puis quoi, faire un Tim Hortons, tu comprends? Genre, ça m'insulte, tu comprends? C'est comme un vestige
crucial de cet écosystème start-up-là. Mais bref, on devrait faire de quoi. D'un autre côté, moi, je connais des entrepreneurs qui ont mis de l'argent là, dans la fondation. T'en connais aussi, qui ont fait des beaux chèques. Là. Alors, Vidéotron était un des supporters de la première heure, mais je comprends pas. Là, je veux dire, la maison Notman, ça vaut quoi? 5, 10 millions de dollars? Tu comprends? Je comprends pas qu'il n'y ait pas 3... Que Investissement Québec puis la Banque de développement poursuivre Notman. Je suis comme, hey guys, BDC, IQ, là, mettez donc chacun 100, 200 000, puis comme, call it quits. Je sais, mais je trouve ça, d'un côté de la bouche, c'est comme, on soutient l'entrepreneuriat, puis de l'autre côté, c'est comme, on va comme mettre en faillite le plus important symbole de l'entrepreneuriat start-up montréalais. Je suis d'accord, mais encore une fois, mais là, c'est une valeur sentimentale. Mais tout le concerne... Mais les symboles sont importants, puis honnêtement, je vais te dire ça, j'aime beaucoup le Santec, puis tout ça, mais je trouve que, il y a cette vision de l'entrepreneuriat assez top-down, assez financé par les institutions, assez Griffintown, puis c'est correct qu'il y ait ça attaché à l'ETS, puis c'est super important là, qu'on valorise la pays, mais le côté un peu grunge, là, genre sous-sol, là, 3 gars dans un garage, elle est aussi importante. Puis je trouve que Notman et Santex, ça s'équilibrait très bien. Puis de perdre ça d'une certaine façon. Puis on en a perdu beaucoup, là. Je pourrais te faire la litanie, le Phil, mais les espaces qu'il y avait dans le Myland avant, là, je me rappelle de ce que faisait de Louis-Philippe Maurice, là. Il y avait un espace de coworking, puis Station C, puis comme tous ces endroits-là sont disparus. Fait que à la fin, je comprends qu'il y a eu la pandémie, là, puis que les temps sont durs, mais c'est pas une raison pour laisser aller. Pour moi, la maison d'Allemand, là, genre, sérieusement, j'ai la veine qui me sort, puis je le sens, barbe au bord des lèvres, là, tu vois, il faut faire de quoi. Le chapeau, c'est pas tant d'argent que ça, objectivement, à la hauteur de comme, franchement, là, tellement de monde vraiment hot, puis plutôt riches qui sont passés par là. Qu'on n'ait pas le petit chéquier sur le coin de la poche. Il semble très tard parce qu'en ce moment, on demande une vente judiciaire. Ça me fâche d'autant plus qu'on soit rendu là. Tu comprends qu'il y ait personne qui ait fait un cri du cœur il y a 1 an et demi, parce que franchement, accumuler 400 000 d'impayés, là, c'est pas une affaire de... Ça fait pas 2 semaines. Ce que le conseil d'administration a fait. En tout cas, je veux pas casser du sucre sur d'autres personnes. C'est des gens que j'aime et que je respecte, mais effectivement, guys, là, il est temps de faire un petit appel à tous puis de sortir ça du marasme. Honnêtement, je te dis, Phil, si ça devient un H&M, je vais briser les jambes. C'était notre segment d'actualité. On vous dit au prochain. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est rendu maintenant à la partie de l'entrevue. On est avec Guillaume Blais, qui est le président et chef de la direction de ASEC Technologies. Salut, Guillaume. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, Guillaume, peux-tu nous expliquer un peu ce que ça fait ASEC Technologies? ASEC Technologies, en fait, on offre des solutions innovantes pour la santé des bâtiments et ses occupants. Puis, concrètement, là, parle-nous. Il vend des distributrices de Tylenol, je pense, Philippe. Mais en fait, on a 2 lignes d'affaires principales. On a une première ligne d'affaires où est-ce qu'on fait de l'assèchement de bâtiments suite à des dommages par l'eau dans les secteurs commerciaux et institutionnels. Puis, qu'est-ce que notre assèchement de bâtiments en particulier? On évite la démolition. Donc, on a breveté un procédé dans les dernières années qui fait en sorte que, en évitant les démolitions, on est en mesure de sauver du temps, de l'argent, puis on a un impact environnemental favorable lors de sinistres causés par l'eau. On travaille principalement dans le milieu commercial institutionnel, donc hôpitaux, universités, pour des gros assureurs lors de pertes majeures. Donc ça, c'est une première ligne d'affaires. Puis une deuxième ligne d'affaires qu'on a, c'est au niveau de tout ce qui est objets connectés, donc le IoT, si vous me permettez l'expression. Donc, on déploie différents types de capteurs sur des basses fréquences dans les bâtiments pour faire de l'automatisation ou du monitoring. Donc, c'est sensiblement ce qu'on fait chez ASEC. Écoute, la compagnie existe depuis 1979. À te voir à l'écran, je pense pas que tu étais très vieux à cette époque. Donc, explique-nous donc, est-ce que toi, tu as acquis l'entreprise? Oui, en fait, c'est dans un processus de relève. Donc, premièrement, non, j'étais pas... j'étais à moins de 2 ans. Donc, c'est une entreprise familiale, donc fondée par mon père. Donc, c'est une entreprise qui a fait du nettoyage général pendant plusieurs années, travaillé dans la pré-sinistre à un certain moment, travaillé dans le nettoyage industriel et spécialisé dans les années 2000 dans l'assèchement de bâtiments sans démolition.
Puis moi, je suis arrivé dans un plan de relève autour de 2014. Puis, tu sais, quand tu parles d'assèchement sans démolition, c'est-tu dans des domaines très spécialisés? Tu sais, je présume que c'est des immeubles qui peuvent pas non plus démolir parce que ils sont occupés ou... Tu sais, c'est très spécialisé, non? Oui, on est assez spécialisé. On est principalement dans les hôpitaux. Donc, surtout les bâtiments où la relocalisation est difficile. Des universités, des hôpitaux, où est-ce qu'il y a un impact très rapide et coûteux de relocaliser les gens. On sait, nous, en fait, on est spécialisé dans la perte majeure et ou complexe. Souvent, perte majeure, 4 étages sans locaux, c'est pas mal notre core business. C'est là qu'on a un très gros avantage concurrentiel. Complexe, des blocs opératoires avec des mesures préventives applicables. Donc, ça c'est vraiment notre core business. Donc, oui, on est spécialisé, comme je disais un petit peu tout à l'heure, dans les hôpitaux, les écoles. Une perte, un dégât d'eau majeur, généralement, dans une école, dans un hôpital, c'est pas rare que ça va entraîner des fermetures ou des pertes d'exploitation dans du commercial de 5, 6, 8, 10 mois. Donc, c'est là qu'on intervient et on fait sauver beaucoup de temps à nos clients, en fait. Est-ce que la transition s'est bien passée, dans le sens, on a reçu des fois des entrepreneurs familiaux là, qui ont fait partie de la relève. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé dans le sens où ça s'est fait tranquillement ou ton père, les fondateurs sont restés bien impliqués? Généralement, un plan de relève, on parle de vrai un 7 ans. Nous autres, ça en a pris 8. J'ai eu une approche par mon père justement en 2012 pour venir faire un plan de relève. Je me rappelle, on était sur la côte. Je travaillais sur la côte ouest américaine à l'époque. Puis il m'avait approché. Puis à ce point-là, j'étais pas nécessairement prêt. J'avais une carrière de sysadmin dans une autre vie. Puis donc j'ai continué à livrer les projets que j'avais à livrer. Quand j'étais prêt, j'ai fait la transition. Puis, on a appris à se connaître. Il y avait 4 associés lorsque je suis arrivé. Donc, on a appris à se connaître et éventuellement, je suis rentré dans l'actionnariat. Puis, de fil en aiguille, on a mis en place un plan de relève. Il y a eu certains défis, il y a eu certains challenges, assurément, des challenges de vision, des challenges de c'est certain que souvent les releveurs sont un peu plus jeunes, donc ils ont plus de goût pour le risque, donc le désir d'avoir des projets plus ambitieux. Donc, on est arrivé à une croisée des chemins où je pense que le timing était bon, puis on a fait une transition. Ça s'est relativement bien passé, honnêtement, dans l'ensemble. Puis quand tu étais petit, là, mettons, moi, je voulais être astronaute. Toi, tu rêvais-tu d'être dans l'industrie de l'assèchement de bâtiments commerciaux institutionnels, Guillaume? Je suis juste un peu curieux de savoir comment qu'on grandit pour devenir patron d'une entreprise dans ce secteur-là. Honnêtement, moi, j'ai étudié en informatique. Je suis programmeur d'informatique. Okay. Comme je disais tout à l'heure, j'étais administrateur système pour certaines entreprises. Puis, ce qui m'a amené ici, en fait, c'est la culture d'innovation. Il y avait clairement une culture d'innovation qui était implémentée. Puis aussi, on travaillait avec des capteurs enregistreurs justement parce que on prend lors de dommages par l'eau, on suit en temps réel tout ce qui est des données psychrométriques, hygrométriques, le contenu en eau des matériaux. Donc, t'as-tu dit psychométrique? Genre, j'ai mal compris. Psychrométrique, donc tout ce qui est température, humidité de l'air, dew point, etc. Tu demandes pas aux gens comment ils se sentent, là. On n'est pas dans le test psychrométrique, mais bien psychrométrique. Donc, c'est des capteurs qui marchaient sous basse fréquence. Puis moi, c'est mon background informatique, ça me parlait beaucoup, ça. Donc, lorsque je suis arrivé ici, on a implémenté beaucoup de logiciels. On a un département de développement logiciel maintenant, justement pour nos 2 lignes d'affaires. Autant au niveau de l'après-sinistre lors de dommages par l'eau, on a développé un outil de gestion de projet qui sert aussi de gestion de crise aux gestionnaires d'immeubles. Donc, faut comprendre que lorsqu'il arrive un dommage par l'eau dans un hôpital, par exemple, et qu'il y a 4 étages de toucher, il y a une gestion de crise par les équipes en place de l'hôpital. Donc, nous, avec notre logiciel, on est en mesure de lui donner beaucoup d'informations pour faciliter leur gestion de crise, savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leurs locaux opérationnels. Sont en mesure de voir tout ce qui est température, humidité relative, tout ce qui est contenu en eau, voir l'assèchement en temps réel, en fait, sur notre applicatif.
Puis de l'autre côté, vraiment au niveau IoT, c'est du développement logiciel pur, où est-ce qu'on a beaucoup de traitements de données. Un des très gros projets qu'on a fait récemment, c'est le déploiement de 50 000 capteurs de CO2 dans les écoles. Donc, nous, c'est 7 millions de données par jour qui rentrent dans la BD. Donc, on développe les outils d'analyse avancée. Parce que c'est une chose d'avoir la donnée, c'est une autre de pouvoir aller bien l'interpréter. Donc, quand on entend dire que nos écoles sont pas de la bonne qualité de l'air ou sont vétustes, c'est toi qui chuchotes à l'oreille du ministre Drainville ou? En fait, les écoles et les écoles sont en mesure d'aller chercher ces informations-là. Donc, nous, ce qu'on fournit, c'est l'outil qui va aller donner, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque classe, chacune des 50 000 classes, a un petit capteur qui marche sur une basse fréquence, communique les données à une fréquence de 5 minutes à une passerelle. On peut voir ça un petit peu comme un routeur Internet. Puis la donnée vient dans notre BD. Puis les écoles, les gens responsables dans les centres scolaires sont en mesure d'aller extraire la donnée, extraire des moyennes, etc. Donc, via notre plateforme IoT, en fait. Et puis là, donc j'entends que donc finalement vous faites pas juste de l'intervention après sinistre. Là. Tout ce que tu viens de nous décrire, c'est aussi une forme de prévention ou de captation. Est-ce que tu vois d'autres opportunités comme ça pour ASEC dans les prochaines années, d'être vraiment dans la prévention de sinistres? Assurément. En fait, le domaine du IoT ou les objets connectés, en fait, Internet of Things, c'est assurément un secteur d'avenir. Puis il y a un paquet, il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut utiliser avec ça. Pour ce qui est de la qualité d'air, par exemple, nous on a développé avec un partenaire un échangeur d'air intelligent. Donc l'échangeur d'air est en mesure d'amener le bon apport d'air au bon moment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a développé qui fonctionne exactement avec le même protocole de communication. On peut monitorer les pressions négatives. On le fait beaucoup dans plusieurs centaines de chambres au début de la COVID. On a déployé un système qu'on a rendu disponible à plusieurs dizaines d'hôpitaux où est-ce qu'il est en mesure de valider qu'il y avait bel et bien des pressions négatives dans les chambres d'hôpital pour s'assurer que les patients contagieux, les particules virales restent à l'intérieur de la chambre ou soient expulsées à l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est des éléments qui marchent un petit peu sur le même système. On peut avoir des interrupteurs magnétiques, on peut avoir des détecteurs de fuite d'eau lors de dommages par l'eau. Il y a un paquet de cas d'usage possibles justement avec le IoT pour rendre les bâtiments le plus intelligent, plus vert possible, le plus automatisé. Petite question, j'ai comme l'impression que tu es en train de passer d'un modèle de service là, où tu vendais du service à un modèle où tu as des revenus récurrents parce que tu as une plateforme technologique. Est-ce que c'est un peu ça que je dois en comprendre sans me donner des secrets d'État? Oui, oui et non. Donc, nous, on a vraiment deux lignes d'affaires qu'on a développées. Donc, on travaille vraiment dans la santé du bâtiment. Donc, oui, on a vraiment la partie où est-ce que on est en amont, en prévention et en réaction selon les cas d'usage, mais tous des éléments qui sont automatisés vraiment au niveau logiciel. Mais on a quand même notre ligne de service. On couvre le Québec au complet. Puis, c'est un service qui est hyper intéressant au niveau de l'assèchement de bâtiments sans démolition, du fait que on fait sauver beaucoup de sous, beaucoup d'argent aux clients, beaucoup de temps particulièrement. Puis, ça a vraiment un impact environnemental favorable parce que, on va se le dire, d'aller démolir un bâtiment sur 4 étages alors qu'on peut l'assécher avec des techniques spécialisées. Ça fait comme pas de sens d'aller vers la démolition. Il y a beaucoup de modèles qui tendent vers ça, démolition, reconstruction. Nous, on tend vers la recherche, l'innovation, puis l'assèchement de bâtiments sans démolition. Puis, quand tu te projettes dans l'avenir, tu sais, c'est qu'est-ce que tu vois qui pourrait grandir en termes de part de marché ou c'est-tu d'aller aux États-Unis, c'est-tu de sortir du Québec? C'est un peu quoi là, que vous avez dans vos plans? Il y a de l'eau partout, finalement. C'est ça. Oui, en effet, il y a des solutions qui sont plus exportables que d'autres. Donc, pour le rock, les États-Unis, etc., même l'Europe, au niveau IoT, il y a assurément un très grand marché.
Au niveau de l'assèchement, nous autres, comme je disais tout à l'heure, on couvre la province au complet. On a fait des interventions au Nouveau-Brunswick. Donc, on est installé à Québec et à Montréal. On a des ambitions pour le Rock aussi, le reste du Canada, le reste du Canada. Puis, on vend aussi des solutions qui sont un petit peu ce qu'on fait déjà dans l'assèchement de bâtiments présentement. Donc, on en vend aux institutions. Ça lui permet d'avoir le matériel pour faire l'assèchement de bâtiments, le logiciel pour faire le suivi, puis avoir le rapport de fin de travaux et l'historique du dommage. On forme ces institutions-là, puis on les supporte aux besoins. Donc, on a un modèle qui est assez différent de ce qui se fait dans le marché. Puis ça, cette solution Assecure-là, c'est son nom, c'est quelque chose qui est exportable aussi. Donc, c'est des éléments qu'on garde dedans. En ce moment, vous supportez par des VC ou des investisseurs institutionnels, ou c'est vraiment là, à force de faire des profits que vous avez réinvesti? Oui, en fait, comme on dit dans le jargon, on est bootstrap, donc on s'autofinance. Donc, il y a eu certaines approches dans le passé, VC, etc. Mais c'est des avenues qu'on a décidé de ne pas prendre par choix stratégique, en fait. Puis avec les années, as-tu un peu changé la garde rapprochée? Parce que je regardais un peu sur le site web, il y a des gens, là, ça fait 34 ans qui sont à l'emploi de la SEC Technologies, mais l'arrivée des fois d'un nouveau président amène une nouvelle équipe de direction. Là, en d'autres mots, as-tu fait de gros changements depuis que tu es là? Ben, assurément, puis on sort d'une réorg, l'autre c'est tout récent, ça fait peut-être 15-16 mois. Donc oui, on a mis une nouvelle équipe de direction en place qui est très jeune et dynamique. Là. On a une moyenne d'âge d'à peu près 32 ans, cette équipe de direction. Puis aussi, on a quand même des piliers avec beaucoup d'expérience, des gens de 40 ans d'expérience, 38, 20. Donc, on a comme un mix. Un mix d'expérience avec, si on peut dire, tout ce qui est assèchement de bâtiment, qui est un peu la business mature. Et on a la business d'IoT que je considère un peu comme la start-up, en fait, où est-ce qu'on a, disons, est plus récente avec des nouvelles techs. Donc, on a un mélange de tout ça. Donc, mais oui, pour répondre à la question, l'équipe de direction est très jeune et dynamique. Hey, Guillaume, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation à Prends pas ça pour du cash. C'est toujours le fun de parler à des entrepreneurs, puis c'est le fun aussi des fois de parler à des entrepreneurs qui sont pas de Montréal. Alors, je sais que tu es dans la belle région de Lévis. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à Francis Gosselin ou à moi-même, Philippe Richard Bertrand, ou nous trouver sur les médias sociaux. Vous pouvez même écrire à studio@cube.radio pour qu'on réponde à vos questions. Cette semaine, la question, c'est avec la baisse des taux qu'on observe et la crise du logement. La baisse du taux de propriété. Excuse-moi. Nous sommes en 2027, le taux est à 2%. Non, je recommence. Avec la baisse de taux de propriété qu'on observe et la crise du logement, quelles sont les alternatives pour accumuler de l'argent au cours de sa vie? Yes, question quand même intéressante, Phil, parce que on en parlait là, à un autre segment plus tôt, mais il y a une baisse du taux de propriété au Canada, puis pendant longtemps, il y avait cette espèce de rêve québécois, rêve canadien de posséder une propriété pour finalement être obligé de payer son hypothèque chaque mois, puis à la fin, plus avoir de dette hypothécaire, donc finalement avoir une maison payée, puis ça, c'était comme son patrimoine. Pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, l'accès à la propriété est moins facile actuellement. Les valeurs des propriétés ont beaucoup augmenté ces dernières années. Les taux sont très élevés, ce qui fait que réunir la mise de fonds puis se qualifier pour l'achat d'une propriété qu'on veut vraiment, c'est de moins en moins possible. En tout cas, c'est pour plusieurs personnes de moins chaque année. Je pense quand même qu'il faut pas, puis donc c'est plate, là, je reconnais la situation, mais je pense qu'il faut quand même pas baisser les bras. Il y a quand même beaucoup d'autres façons d'accumuler un patrimoine pendant sa vie. C'est peut-être que ça exige d'être un petit peu plus discipliné, parce que c'est sûr que quand tu rembourses une hypothèque, l'argent il est gelé dans la maison.
Quand l'argent il est là dans ton compte, dans un CPG, dans un CELI, dans un REER, dans un placement en bourse, ben, il est là. Tu peux le retirer. Donc, c'est sûr que ça requiert peut-être un petit peu plus de focus, un petit peu plus de patience. Mais grosso modo, donc, comme je viens de le dire, il y a plusieurs manières de mettre de l'argent de côté, de construire un patrimoine. Donc, première affaire, évidemment, investir en bourse. Bon, là, avoir des obligations, des fonds de commun, etc. Certains peuvent donner un certain rendement et comme on le voit souvent, à très long terme, le rendement a tendance à être assez constant, là, malgré les aléas de ce mois-ci. Ben, à long terme, la bourse a tendance à être assez haussière. On le voit, les gens qui ont placé sur les 25 dernières années, le rendement est relativement constant à long terme. Donc ça peut être une façon, mais ces temps-ci, ce qu'on voit beaucoup, justement, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité en bourse, puis les taux sont élevés. C'est plate quand tu vas acheter une maison, mais l'avantage des taux élevés, c'est que si tu veux acheter des produits de placement garantis, CPG, des dettes, des obligations, etc., puis selon ton niveau de sophistication, là, ben, il y a plusieurs produits qui peuvent te générer un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 % de rendement quasiment garanti, avec beaucoup moins de risques que d'acheter des actions en bourse. Et donc ça, éventuellement, ben, c'est de l'intérêt composé. Là. Je ne sais pas si les auditeurs sont familiers, mais l'année 1, ça te donne 5 % sur ton premier 100$, puis l'année d'après, ben, c'est 5 % sur le 100$ plus sur le 5$ que tu as généré. Ouais, c'est ça. Fait que ça grandit, c'est exponentiel. Fait que ça, c'est une bonne façon. Fait que d'être discipliné, d'en mettre un petit peu, puis encore une fois, d'investir dans des produits qui sont adaptés à son profil de risque puis à la conjoncture. Donc, quand les taux sont élevés, peut-être d'investir dans des produits un petit peu plus sécurisants. Ça peut être, en tout cas, on voit plusieurs personnes qui font ça. Là, puis je veux juste, c'est pas des recommandations que je donne ça, mais plus descriptif. Il y a beaucoup de gens aussi qui prennent des contrats d'assurance vie qui peuvent être pour eux ou pour leurs héritiers. Il y a différents types de produits. Je suis pas un grand expert, mais je sais qu'il existe des contrats d'assurance vie que tu payes, mettons, ou d'assurance maladie grave ou d'assurance invalidité, que tu payes pendant 5, 10, 15, 20 ans. Puis à la fin, si tu n'as pas été malade, si tu n'es pas mort, si tu n'as pas une maladie grave, ils te redonnent une partie ou la totalité de la prime, une valeur de rachat. Donc, ça constitue encore une fois un patrimoine qui peut te servir à financer. Moi, j'ai ça pour mes 2 enfants depuis leur naissance. C'est parfait. Moi, j'ai ça aussi, Phil, à travers ma compagnie. Donc, tu sais, c'est selon tes arrangements, ça peut être intéressant. Maintenant, l'immobilier est difficile à acheter, c'est vrai, pour une résidence principale, pour un jeune couple qui n'a pas des gros revenus, etc. Mais tu me disais toi-même, Phil, puis tu sais, moi, j'encourage les gens à faire ça. L'immobilier peut rester un bon placement si on le réfléchit puis si on s'y intéresse. Par exemple, d'investir dans l'immobilier locatif. Donc, tu n'as pas les moyens de te payer la maison, 3 chambres, un garage, comme que tu voudrais, mais tu veux faire fructifier les quelques sous-tas, tu peux te mettre avec ton époux, ton épouse, avec un ami, avec d'autres mondes, acheter ensemble un duplex, acheter une bâtisse, l'allouer, puis si tu fais tes calculs, ben déjà, à plusieurs, c'est plus facile d'obtenir le crédit, de constituer la mise de fonds, de gérer le truc, puis éventuellement de faire fructifier cet argent-là qui va peut-être à un moment donné te permettre d'acheter sur le marché de l'immobilier, de la résidence. Donc, toi, tu me disais que c'est un peu ce que tu fais. Moi, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Là. J'ai décidé, moi, d'être locataire moi-même. Là. Moi, je loue. T'es locataire et locateur. Oui, je suis locataire et locataire. C'est un peu bizarre. Non, mais en fait, pour plein de raisons, en ce moment, comme mes enfants, j'en ai un qui est parti à Sherbrooke, l'autre qui pense partir à quelque part. Donc, j'ai décidé de ne pas acheter de maison pour le moment. Par contre, j'ai du locatif qui me permet de faire croître ces investissements-là. Donc, je vais continuer dans cette sphère-là. Puis après, bon, si vous êtes un petit peu plus comme weirdo, là, genre Francis Gosselin, là, ben, tu sais, il y a d'autres produits que vous pouvez acheter, mais là, c'est un petit peu plus long terme, un petit peu plus drôle. Mais moi, tu sais que je sais pas, les gens, ils vont-tu me googler, ils vont trouver mon adresse peut-être sur Internet, mais en tout cas, dans mon sous-sol, Phil, il y a des Legos. Beaucoup. Ouais, ben, il y a les Legos que je fais, là, ça, c'est genre ma maladie mentale, mais j'ai aussi des Legos qui sont dans la boîte, scellés. Puis on peut trouver sur Internet des modèles de Lego qui sont ou vont être prochainement discontinués. Je ne sais pas si ça se dit en bon français, mais des modèles qui vont arrêter d'être produits et commercialisés, par exemple, cette année, en 2023. Et selon toute vraisemblance, les Lego suivent plus ou moins le taux de croissance de la bourse. Et donc, à chaque année, ça prend 3, 4, 5% de valeur. Écoute, avec mon ami Raph Paquin, que je salue à l'antenne, on a acheté il y a 6 ans la dernière
première année de l'édition numéro 2 de l'Étoile de la mort. On avait mis chacun 250 $, donc ça valait 500 à l'époque, plus taxes. Aujourd'hui, ça se vend facilement 1000 $ sur eBay. Tu sais, bon, est-ce que ça va payer ma retraite? Non. Mais imagine qu'on avait fait ça 2, 3, 4, 5 fois. Peut-être que ça m'aurait fait un petit 5000. Puis bon, techniquement, il faut le déclarer là, comme un revenu imposable. Mais en tout cas, mettons, genre de zone grise. Là, mais bref, tout ça pour dire, il y a peut-être un peu d'argent, mais blague à part les Legos, il y a des gens qui achètent des œuvres d'art, qui achètent des objets de collection. Tu sais, ça semble un petit peu là, pour les très, très riches, mais j'ai un ami à Ottawa qui achète des œuvres d'art, là, carrément, puis il s'est fait une petite boutique, un petit store, puis il les revend à profit. Là, tu sais, il va dans des genres de shows d'art, là, il achète des genres de, je sais pas, là, de macramé, de pommes, là, dans des natures mortes, mais je veux dire, tu sais, il achète ça 50 $, puis il les revend 100 $ à côté parce que l'artiste est tel. Donc, il fait un genre de travail de commercialisation de l'art, un peu comme un galeriste, là, mais sur Internet. Puis, ce faisant, ben, il se prend une cote au passage. C'est sur Internet. Autre chose qu'il ne faut pas oublier de payer ses impôts. Non, ben c'est ça, exact comme je te dis. Fait qu'il y a un gain en capital. Tout ça pour dire, bref, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis finalement, ben, honnêtement, si vous n'avez pas les moyens, ben, peut-être changer de job, hein, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout le monde n'a pas la possibilité de changer en claquant des doigts. Ça reste qu'on est dans un marché de l'emploi hyper stimulant actuellement pour les employés. En tout cas, peut-être pas pour les employeurs, Phil. Mais ça reste, il y a plus de chances, plus d'opportunités de changer d'emploi aujourd'hui que jamais. Il y a aussi plus d'opportunités de se créer une petite business. Hein. Vous voulez faire des t-shirts, des bracelets, vendre des œuvres d'art. Il y a des manières de gérer de l'argent à côté. Fait que si vous voulez accumuler de l'argent, Phil, pour votre retraite ou pour acheter une propriété, ben, mettons, dépensez ce que vous gagnez dans votre emploi, puis tout ce que vous faites avec votre sideline, mettez-le dans un pot de côté, puis éventuellement, ben, ça peut venir constituer un patrimoine. Puis tu sais, ça, nos parents, il n'y avait pas Spotify, puis Shopify, excuse-moi, puis Amazon, puis eBay, là, tu sais, fait que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de se partir un petit sideline, de vendre un truc qui est notre passion, que ce l'était il y a 20 ou 30 ou 40 ans avant. Oui, puis ça va de, tu sais, j'en ai parlé cette semaine dans ma chronique avec Benoît Dutrisac, mais tu sais, juste de faire le tour de ce que tu as dans ton garage. Moi, là, j'ai fait... Moi, tu sais que je suis un marketplace junkie. Toutes les non, semaines. Mais moi, là, j'ai vendu, j'en ai fait une activité avec mon plus jeune garçon, puis on a vraiment fait, tu sais, puis je l'ai déclaré, là, on a fait 4700 $ en 10 jours en vendant des cossins, tu sais, des rakaskis que j'utilisais plus, une chaise berçante, etc. Alors, jusqu'à temps que mon fils me négocie qu'il voulait 50 % de choses que tu avais achetées. Ouais, c'est ça, évidemment. Bon, ben voilà, vous nous avez bien écouté encore une fois, les amis, cette semaine. Vous pouvez nous écrire, studio@cube.radio ou sinon directement Facebook, LinkedIn, Twitter, non, Snapchat, TikTok, non plus. On va s'en tenir à Facebook et Twitter ou trouvez-nous sur l'Internet. On est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles et de vous répondre avec vos bonnes questions à la semaine prochaine. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.